Bonsoir à tous les participants. Nous allons vous présenter notre travail qui portait sur l'évaluation de 4 panels moléculaires syndromiques pour le diagnostic des infections entériques supervisé par le professeur Delphine Martini. Nous suivons donc le plan ci-après. Donc, la gastro-entérite infectieuse a une importante morbidité. Dans le monde, on a environ 2 milliards de cas de diarrhée infectieuse par an. Les formes graves de la maladie et les complications surviennent surtout chez les enfants de moins de 5 ans, les sujets de plus de 65 ans et les immunodéprimés. Les pathogènes les plus retrouvés sont les virus, les bactéries et les parasites. Donc, selon les données de Cienciano, les norovirus et les rotavirus sont les agents majeurs des gastro-entérites aiguës saisonnières et épidémiques. Et en 2024, on a noté une augmentation des toxi-infections alimentaires collectives qui ont donc été signalées en Belgique, avec 4 248 personnes atteintes et 205 hospitalisations. Le diagnostic biologique repose sur la mise en évidence de ces pathogènes, surtout notamment par des méthodes conventionnelles que sont la coproculture, la microscopie optique, les tests rapides immunochromatographiques qui permettent une détection limitée des pathogènes, un TAT potentiellement long et une faible sensibilité avec un flux de travail plus complexe. Donc, face à ces limitations, des panels syndromiques moléculaires ont été mis au point, présentant donc une détection beaucoup plus rapide et simultanée d'un large éventail de pathogènes, avec un délai d'exécution beaucoup plus rapide, un temps technique réduit et surtout une sensibilité, une spécificité plus élevée. Et donc, il s'agissait pour nous, premièrement, d'évaluer et comparer les performances de 4 panels moléculaires syndromiques gastro-intestinaux à partir d'échantillons de sel en comparaison avec les méthodes conventionnelles. Donc, nous avons utilisé 4 automates. Il s'agissait de la méthode de Sigine, du Castat de Chiagène, du Cobas 5800 de Roche et du BD de la firme, du BD Mars de la firme BD. Et dans un second temps, on devait évaluer les aspects pratiques et identifier la stratégie la plus adéquate pour une mise en place en routine dans un laboratoire universitaire. Pour ce qui est du matériel et méthodes, nous avons dans ces 4 panels syndromiques le Chiastat GI de Chiagène, l'Alplex GI de Sigine, le BD Mars entérique de BD et le UCT Gastro Panel de Roche. Donc, le Sigine présente le plus grand nombre de cibles, notamment 25 cibles, suivi du Chiastat 23 cibles, du BD Max et enfin de Roche qui avait 16 cibles pour la détection des bactéries, des parasites et des virus. La particularité du panel Sigine, c'est qu'il a 4 cibles que les autres panels ne possèdent pas. Il a 2 bactéries Aeromonas et le Clostridium perfringens et 2 parasites en plus, le Blastocystis hominis et le Dientamoeba fragilis. Le Chiastat, quant à lui, sa particularité est qu'il a beaucoup de colis entéropathogènes, notamment l'entéroagrégatif, l'entéropathogène et l'entérotoxinogène, et il est le seul à avoir la cible pour l'EALC. Et donc, le Chiastat, c'est un tout en un. C'est une cartouche qui contient déjà tous les réactifs nécessaires et toutes les cibles. Ce sont des cartouches qui sont prêtes à l'emploi. Et par contre, les 3 autres panels donc, ont 4 kits qui permettent de détecter donc, les bactéries, les parasites et les virus. Nous avons mené une étude comparative prospective au sein du LHUB l'année dernière. Nous avons sélectionné 100 échantillons de sel parmi les prélèvements de routine en ambulatoire que nous avons analysés parallèlement avec les méthodes courantes du labo et les 4 panels moléculaires syndromiques. Et donc, en routine, la détection des bactéries s'est faite via la coproculture sugellose sélective. La détection des parasites s'est faite via les tests antigéniques immunochromatographiques et la microscopie optique. Et la détection des virus s'est faite via les tests antigéniques immunochromatographiques pour le rotavirus et l'adénovirus. Et pour le norovirus, ils ont été envoyés au CNR de Cienciano. Les pots de sel donc reçus, nous avons donc pris ces pots qui sont ces pots qui contiennent ces sels et nous avons transféré
c'est celle dans des fécales swabs selon les recommandations du fabricant. Nous les avons donc conservés au frigo à plus 4 degrés pendant 5 jours, puis à moins 20 degrés pendant un mois et puis à 80 degrés. Et donc, chaque échantillon a été analysé sur chacun des 4 tomates. Quand nous avions eu des discordances, nous avons effectué des examens complémentaires et nous avons envoyé certains échantillons au CNR. Nous avons comparé les tomates avec 2 références. Le premier référentiel, c'est le diagnostic de routine. C'est l'ensemble des techniques conventionnelles que nous avons utilisées en routine, plus les tests discriminants et les résultats des CNR. Le deuxième référentiel, c'est le diagnostic moléculaire, qui est l'ensemble des résultats de la routine, plus les résultats des 4 automates. Il faut noter ici que le résultat est considéré positif pour les automates lorsque le pathogène est détecté par la majorité des automates. Donc, par exemple, Salmonella, les 4 panels ont la cible de Salmonella. Donc, si 3 panels sur 4 ont détecté Salmonella dans une selle, la selle est considérée positive pour le Salmonella. Par contre, le Sigin, par exemple, qui est le seul à avoir la cible pour le Blastocystis hominis, s'il détecte le Blastocystis dans une selle, la selle est considérée positive pour le Blastocystis hominis en diagnostic moléculaire. Et donc, sur le point de vue statistique, nous avons analysé la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive, la valeur prédictive négative, le kappa de Cohen, le test exact de McNemar pour analyser les discordances avec un seuil de significativité à 0,05. Tout d'abord, nous allons comparer les 2 référentiels, le référentiel 1 versus le référentiel 2, donc la routine versus le diagnostic moléculaire. Donc, sur les 100 échantillons analysés, la majorité provenait des femmes à 57% et 43% provenaient des hommes. L'âge variait de 2 mois à 92 ans. Nous avons eu 12 échantillons pédiatriques et 88 échantillons qui provenaient des adultes. Le taux de positivité pour le référentiel 1 dans routine est de 32% et il est de 77% pour le référentiel 2. Et donc, on a 45 diagnostics positifs supplémentaires avec les tests moléculaires, ce qui est similaire aux résultats retrouvés dans la littérature. Il est bien connu que la culture est moins sensible que la PCR, parce que la PCR peut détecter de faibles quantités d'ADN dans les échantillons et peut également détecter des ADN résiduels de germes non viables. Ce graphique nous permet de comparer, ce graphique nous montre la prévalence des entéropathogènes détectés dans l'ensemble des échantillons en routine et avec les 4 automates. Donc, dans l'ensemble, nous avons détecté 23 pathogènes, soit 15 bactéries représentées ici en bleu, 4 parasites représentés ici en orange et 4 virus représentés ici en gris. Et nous notons que le pathogène le plus retrouvé dans les selles, c'est le parasite qui est le Blastocystis hominis, de l'ordre de 26%, suivi de l'EPEC, de l'ordre de 23%, du Clostridium perfringens, du rotavirus à 15%, et en 5e position, l'EAEC, l'Aeromonas et le norovirus. Et nos résultats sont similaires à ceux retrouvés dans la littérature. Cette figure nous permet de comparer le premier référentiel, qui est la routine, qui est représentée ici en couleur bleue, et le deuxième référentiel, le diagnostic moléculaire, donc, qui est représenté ici en couleur orange. Nous voyons que nous avons eu 18 échantillons positifs pour le Clostridium perfringens en diagnostic moléculaire avec les automates, et Sigin est le seul qui est la cible, mais ce germe n'est pas du tout recherché en routine et aussi du fait que son importance clinique est très discutée. Nous avons eu surdétection de l'EPEC et de l'EAFC avec les automates et ces germes n'ont pas été retrouvés en culture. On a également eu surdétection des aéromonas. On a une surdétection des parasites que sont le Blastocystis hominis et le Diantameba fragilis, selon la pathogénicité et l'importance clinique aussi est peu pertinente. Et nous avons donc une surdétection des rotavirus de l'ordre de 5 en diagnostic moléculaire contre un seul en routine. Et ces résultats sont similaires à ceux retrouvés dans la littérature et les
clairement démontré que la PCR est beaucoup plus sensible que les tests immunochromatographiques pour la détection des virus. Pour ce qui est des co-infections, avec le deuxième référentiel dans le diagnostic moléculaire, le taux de co-infection est de 49,4%, ce qui est bien supérieur au taux de co-infection de la routine qui est de 9,3%. Et les pathogènes les plus retrouvés dans les co-infections, c'est le blastocystis, suivi de l'EPEC et ensuite du Clostridium perfringens. Et ces résultats sont similaires à ceux retrouvés dans la littérature. Il est à noter que 61,5% des blastocystis sont présents dans des co-infections et 80% des EPEC sont impliqués dans des co-infections. Pour ce qui est de la comparaison des automates, Seegene à l'automate, il y a le taux de positivité le plus élevé à 66%, suivi du Qiastat, de Roche et de Benemax qui a le taux le plus faible. Et le taux de co-infection est beaucoup plus élevé avec le Seegene de l'ordre de 48,4%. Ce tableau nous permet de comparer chaque automate avec chaque référence. On a la première référence qui est donc la routine, la référence 2 qui est donc le diagnostic moléculaire plus les résultats de la routine. Nous commençons donc par les bactéries. Pour ce qui est du Seegene, nous avons une surdétection de la Hieromonas, 10 détections contre 2 en routine. Il est à noter qu'il y a un Hieromonas en routine qui n'a pas été détecté par le Seegene. Et donc, sur ces 10 Hieromonas, il y en a 7 qui ont des CT supérieurs à 35, donc des résultats faiblement positifs, voire négatifs. Et cette différence est statistiquement significative par rapport à la routine. Et on a également une surdétection du Clostridium difficile pour ce qui est de Seegene. Pour ce qui est de Qiastat, nous avons une surdétection de l'EPEC, de l'ETEC et de l'EAEC qui n'ont pas été retrouvés en culture. Et donc, la différence est statistiquement significative. Et on a également une surdétection du Yersinia pour ce qui est du Qiastat. Pour ce qui est de Roche, nous avons une surdétection des EPEC comparée à la routine et comparée aussi au diagnostic moléculaire. Donc, il y a clairement une surdétection de l'EPEC de Roche comparée au Qiastat, qui sont les deux automates qui possèdent donc la cible. On a également une surdétection du Clostridium difficile, du Campylobacter et du Shigella pour Roche. Mais il est à noter que Roche a une large gamme de cibles pour le Campylobacter. Et enfin, le BD-Mars. Pour le BD-Mars, on a plutôt une sous-détection du Yersinia. Il y a un Yersinia qui n'a pas été détecté par le BD-Mars et il est le seul automate à avoir détecté un Vibrio. Pour ce qui est de la détection des parasites, avec Seegene, il y a une surdétection des blastocystis hominis et des Dientamoeba fragilis comparé à la routine. 26 blastocystis juste pour un seul qui a été retrouvé en microscopie optique et 9 Dientamoeba pour aucun retrouvé en microscopie. Et la différence est donc statistiquement significative. Il est à noter que la moitié de ces blastocystis a un CT supérieur à 35, donc faiblement positif, voire négatif. Également, la moitié de ces Dientamoeba ont des CT supérieurs à 35. Pour ce qui est des virus, en ce qui concerne le Seegene, il y a une surdétection des rotavirus par rapport à la routine et par rapport au diagnostic moléculaire. Et cette différence est statistiquement significative. Et il y a également pour le BD-Mars, il y a une surdétection des rotavirus et des norovirus comparé à la routine et au diagnostic moléculaire. Et cette différence est statistiquement significative. Et le BD-Mars est le seul à avoir détecté les adénovirus. Donc, nous avons calculé la sensibilité, la spécificité, la VPP et la VPN de toutes les cibles pour chaque panel. Et nous avons donc eu les discordances que nous avons citées tantôt. Et donc, cela peut s'expliquer par des réactions croisées, ces discordances que nous avons eues. Ça peut s'expliquer également par une sensibilité analytique variable parce que la limite des détections pour chaque pathogène peut varier considérablement entre les panels. Cela peut s'expliquer aussi par une différence de conception des amorces et sondes pouvant entraîner des moindres détections de certaines souches ou variants.
Également, les cibles génétiques différentes, les gènes amplifiés ne sont pas identiques selon les panels. Ce tableau nous présente les performances des 4 automates en comparaison avec le référentiel 1 qui est la routine. Pour ce qui est de la sensibilité et de la VPN, elles sont bonnes pour l'ensemble des automates, mais à 100% pour Kiastat, Roche et BDMAX. Et on note ici en rouge donc que la spécificité et la VPP sont faibles dues au grand nombre de surdétections et donc de faux positifs qu'on rencontre avec ces automates. Et donc, en les comparant, on voit que le BDMAX est l'automate qui a la spécificité et la VPP la plus élevée, avec le kappa de Cohen qui ici évalue la concordance donc avec la référence. Il a le kappa le plus élevé par rapport aux autres et la p-valeur est significative. Donc pour tous ces automates, il y a les discordances observées avec la référence sont statistiquement significatives. Donc le BDMAX est l'automate qui se rapproche le plus de la routine avec donc une meilleure concordance. Ce tableau nous montre donc les performances des 4 automates en comparaison avec le référentiel 2, qui est ce qui nous intéresse le plus. Et donc, pour ce qui est des sensibilités et des VPN, elles sont bonnes pour tous les automates, mais elles sont de 100% pour le Kiastat et pour Roche. Et pour ce qui est des spécificités des VPP, on voit bien qu'elles se sont améliorées par rapport aux résultats de la routine, mais la VPP reste toujours très basse pour le BDMAX avec beaucoup de faux positifs. Et donc, avec ceci, on se rend compte que le CGIN à l'automate qui donne la performance globale la plus équilibrée, surtout ces paramètres, avec le meilleur kappa de Cohen à 0,89 et une p-valeur non significative. Donc, il n'y a pas de différences significatives dans les discordances entre le CGIN et la référence. Mais le Kiastat a aussi de bonnes valeurs. Il a quand même une sensibilité, un VPN qui sont de 100%, donc il n'a manqué aucun germe, avec une spécificité et un VPP qui sont acceptables avec un bon kappa. Les p-valeurs sont statistiquement significatives pour ces 3 automates. Dans les discordances observées entre ces 3 automates sont significatives par rapport à la référence. On voit donc que BDMAX a la performance la plus faible. Mais une nuance peut être apportée quant à la performance du CGIN parce qu'il a quand même 4 cibles que les autres automates n'ont pas, surtout 3, le Blastocystis hominis, le Giantamoeba fragilis et le Clostridium perfringens. Ces 3 cibles n'ont pas pu être comparées avec les 3 autres panels parce qu'ils n'ont pas cette cible. Et en plus, la pathogénicité et l'importance clinique de ces 3 germes-là est discutée. Et donc, les techniques moléculaires sont sensiblement, nettement ont une sensibilité nettement plus élevée que les méthodes conventionnelles. Mais toutefois, la positivité d'un test peut traduire soit une infection active, soit un simple portage, ou soit une détection d'ADN résiduel. Par ailleurs, les co-infections soulèvent la question de l'implication respective des pathogènes détectés dans l'épisode pathologique. Peut-être c'est juste des colonisations symptomatiques. Et donc, ces limites imposent une interprétation prudente des résultats qui doit intégrer le contexte clinique et la valeur des CT afin d'éviter les surdiagnostics et les prises en charge inappropriées. Pour ce qui est des résultats d'analyse des CT, le CT minimum était de 14,4, le CT maximum était de 44,1, mais on note ici que parmi les résultats positifs de CGIN, 40% des résultats positifs de CGIN avaient des CT supérieurs à 35%, donc des résultats faiblement positifs, voire négatifs. Donc, il y avait beaucoup de portage asymptomatique ici, surtout dû au Blastocystis hominis, au perfringens et au Giantamoeba fragilis. Pour ce qui est des aspects pratiques, pour le CGIN, le COBAS et le BDMAX, ce sont des PCR en batch et avec CGIN, on peut passer vraiment un très grand nombre d'échantillons en une fois, alors que le Kiastat, c'est une PCR unitaire. Mais pour ce qui est des plateformes, il y en a quand même 2 avec le CGIN, ça il faut le noter, mais les plateformes sont uniques pour le Kiastat et le COBAS. Pour ce qui est du temps de manipulation, il est très faible avec le CGIN, mais avec le BDMAX, c'est quand même plus de 2 minutes par échantillon.
Pour ce qui est de la durée des analyses, la meilleure offre est faite par le CIGIN. On peut analyser 23 échantillons de façon complète, donc bactéries, parasites et virus, en 5 heures de temps. Donc, c'est la meilleure offre qui est faite pour ce qui est de la durée des analyses. Pour ce qui est de la manipulation, elle est très facile avec le Qiastat, mais elle est beaucoup moins aisée avec le CIGIN. Nous avons eu donc des alarmes et des incidents analytiques et techniques qui ont donc entraîné des pertes de tests, des échecs de tests. Et donc, l'échec le plus important a été retrouvé avec le CIGIN. On a perdu environ 21,6% de tests, suivi du BD-MAS à 11%. Et dans notre étude présente des limites toutefois. La réalisation de la microscopie pour la recherche des parasites a été différée dans plusieurs cas. Donc, quand on a eu des résultats positifs à la PCR, on a réalisé la microscopie dans les jours qui suivent. Et c'est peut-être ça qui fait en sorte qu'on a peut-être peu de blastocystis, qu'on n'a carrément pas eu de diantameба. Et également, les cibles uniques à certains automates n'ont pas pu être comparées. Par exemple, le Qiastat à l'EAEC et le CIGIN a 4 cibles que les autres panels n'ont pas. Donc, ces cibles n'ont pas pu être comparées avec les autres panels. Également, la taille de l'échantillon qui est petite, 100 échantillons, fait donc en sorte que la puissance et la précision sont plutôt limitées. Donc, ça peut entraîner des difficultés à mettre en évidence les différences qui pourraient être significatives. Également, on a constaté que la quasi-totalité des rotavirus qui ont été détectés au cours d'un même run ont été détectés au cours d'un même run et peut-être qu'il y a eu un problème de contamination, mais ce sera étudié plus en profondeur. Et donc, on n'a pas accès aux données cliniques, donc il est impossible pour nous d'évaluer l'impact des résultats sur la prise de décision clinique. Et cela aurait pu nous fournir des informations sur l'utilité et même la valeur des tests moléculaires gastro-intestinaux. Donc, conclusion, pour ce qui est des performances analytiques et cliniques, CIGIN a la performance globale la plus équilibrée, mais qui peut-être peut être nuancée par le fait qu'elle a quand même des cibles que les autres panels n'ont pas et qui sont peu pertinentes même cliniquement. Qiastat peut peut-être aussi être un bon compromis. Et donc, pour ce qui est de l'utilisation, le Qiastat est facile d'utilisation comparé au CIGIN où il faut vraiment avoir une bonne formation, savoir vraiment manipuler les logiciels de l'automate. Et donc, l'intégration des automates dans un laboratoire tient compte de ces performances, mais il est également nécessaire de mener des réflexions sur les contraintes pratiques, le coût d'investissement, les dépenses liées aux consommables, la maintenance et la formation du personnel, ce qui sera donc étudié ultérieurement. Donc, je remercie le professeur Delphine Martini pour son encadrement, Dr Nicolas Yin, les biologistes mon COPG Malik, les cadres scientifiques et les technologues du service de microbiologie qui ont réalisé également ce travail avec nous. Merci pour votre attention et y a-t-il des questions ou des suggestions? Merci.